Une femme dans la société qui a des ambitions, de grandes ambitions surtout, on dit qu'elle n'est pas une vraie femme africaine. Exactement. Tu ne peux pas en vouloir à une victime de ne pas vouloir engager des poursuites. Tu ne peux pas en vouloir à une victime de ne pas avoir dénoncé au moment où l'acte a été fait. C'est la victime qui décide. Ma propre mère peut me dire « Ah bah non, rassure-toi, tu es une femme, ça arrive, des coups de baffe comme ça, vite fait, c'est rien, je l'ai vécu, ta grand-mère l'a vécu, tu n'as rien à dire. » Rien que ça, en fait, te dire que toute ta société, toute ta famille, toute ta communauté va tourner le dos parce que tu veux, parce que tu estimes que tu mérites la justice, mais on te dit non, toi, ferme ta bouche. On excise les filles parce que ça va les retenir en fait. Ça va retenir leur pulsion sexuelle. Parce qu'il me semble que c'est une partie du clitoris qui est coupée, c'est ça. Le bout. Sachant que le clitoris en fait, est le seul organe de la femme dédié uniquement à son plaisir sexuel. Ouais. Donc, ils ont eu la magique idée de se dire qu'en lui retirant une partie de cet organe-là, ça va faire baisser ses pulsions sexuelles. Tu vas me trouver sexiste, mais je suis sûre que ce sont des hommes qui se sont assis et ont décidé. Moi, ça ne m'étonnerait pas, hein, franchement. Et ont décidé cela. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Il y a cet amalgame malheureux qui est fait en fait entre la tradition et la religion. Il y a beaucoup de pratiques qui sont traditionnelles, que la religion ne prône absolument pas, mais tout dépend aussi de notre faculté à comprendre, à interpréter. Et puisque c'est les hommes qui se sont octroyés le droit d'interpréter, ils prennent tout à leur faveur, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, on est dans une société où il y a une sorte de classification des émotions. Tu vois, on va dire, tu sais, les hommes, ils doivent être virils, ils doivent être durs, ils doivent pas montrer leurs émotions et tout. Les lois, il y a trop de jolies lois, il y a trop d'événements. Tu vas avoir 10e congrès de je sais pas quoi, de ceci, de cela. Mais sur le terrain, c'est autre chose en fait. Ça ne suffit pas aussi de les adopter. Des fois, il faut voir aussi la faisabilité de la chose. Tu ne peux pas juste adopter la loi, la mettre comme ça sur un bout de papier, espérer que l'autre là-bas, au fin fond de je ne sais où, en prenne connaissance et la respecte. Bonjour à toutes les deux, bienvenue sur Oliab. Nous sommes très contents de vous avoir pour aborder la question des femmes. C'est un sujet qui je pense, et surtout auquel l'équipe est très, je dirais pas attachée, mais auquel on était très enthousiaste à traiter. Pour commencer, je vais tout doucement vous demander de vous présenter, c'est-à-dire qui vous êtes, votre parcours et éventuellement votre lien avec la Guinée. Alors moi je m'appelle Khadijatou Toro Baldé, je suis guinéenne d'origine et de nationalité. J'y suis née, j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans avant de venir résider en France du coup pour entre autres continuer mes études universitaires. Et j'ai fait un double parcours de droit et de psychocriminologie avant de bifurquer complètement sur du droit. Là, je suis juriste en devenir, spécialisée en droit social, plus précisément en droit du travail et droit de la protection sociale. En ce moment, je suis stagiaire juriste, du coup, et en parallèle, je prépare l'examen d'entrée à l'école d'avocat pour septembre prochain. D'accord, très complet. On a besoin de juristes en je Guinée. Pense que bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Adama Oroba. J'ai fait des études en communication et après des études en humanitaire. Actuellement, je travaille plutôt dans le développement en tant que chargée de projet auprès des organisations de la société civile au sein de l'Agence française de développement. J'ai un parcours associatif qui est assez prononcé, ce qui fait que depuis quelques années, je travaille pas mal sur les questions de genre. Donc c'est un peu avec cette casquette-là que je prends part à cet échange. Et quels sont les assos dans lesquels vous avez été engagé ou dans lesquels vous êtes engagé actuellement? En France, j'ai été engagée avec l'ONG Plan International, qui est une ONG qui est axée sur les droits des enfants, mais particulièrement sur les droits des filles. Et en Côte d'Ivoire, j'ai un engagement avec la Ligue ivoirienne des droits des femmes, qui est une association qui aide et accompagne des femmes victimes de violences.
Jusqu'à présent ou Oui, jusqu'à présent. Ben, je garde un peu le pied avec mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je suis ivoirienne, mais j'ai un lien avec la Guinée parce que je suis originaire de la Guinée. Vous êtes parti en Guinée pendant combien de fois ou, quel est votre lien? Quel est votre parent qui vous rattache à la Guinée? Mes deux parents, ils sont originaires. Mais mon père, il s'est naturalisé. Il s'est naturalisé, ivoirien avant que je naisse. Donc voilà, du coup, je suis ivoirienne. Mais je connais pas beaucoup la Guinée. Par contre, j'y suis allée que 3 fois de toute ma vie. Ok. Ouais. D'accord. C'est pas trop tard. Exactement. Donc, moi, je veux qu'on attaque d'emblée les thématiques pour lesquelles nous sommes ici. En Côte d'Ivoire, une dame de 39 ans, Ahou Djeneba, a été mère de 4 enfants, a été assassinée par son conjoint, un homme, qui tentait de la reconquérir après une relation tumultueuse. En Guinée, à l'espace d'une semaine, je pense que ça a fait l'actualité. On a eu deux féminicides. On a eu une artiste qui est assez célèbre, qui a fait subir des traitements dégradants et je dirais inacceptables à sa femme. En tout cas, c'est des personnes très très célèbres. Pour vous, est-ce que c'est normal qu'en 2025, qu'on ait toujours ces états de fait dans nos pays, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou en Guinée? Je donne la parole à Badé. On répond juste non, c'est pas normal et puis voilà. Ok, c'est bon, on laisse l'émission, on s'en va. Exactement. Non, c'est, je dirais absolument alarmant. Et c'est dommage qu'on en soit encore là, comme vous l'avez dit, en 2025. Et ce sont des sujets assez sensibles que, enfin, quand tu dois t'y prononcer, il faut que tu regardes qui est là, etc. Bref, c'est... Est-ce que les autorités font quelque chose pour ça déjà? Parce que... Alors les autorités d'administration publique. Alors il y a des lois qui existent, bien évidemment, il y a des lois, mais elles sont suivies. Est-ce qu'elles sont suivies? Ouais. En fait, avant même d'aller au niveau des lois, juste le traitement des questions, par exemple les féminicides en Guinée, il y a eu assez de bruit sur les réseaux sociaux, mais c'est pas parti loin. Ouais. L'affaire des chanteurs, bon, je pense que je vais les nommer, on parle de Azaël, Djedika Bintou, etc. On a vu le ministre de la Culture se mêler de ça. Est-ce que c'est pas une façon de banaliser la question? Justement, tout le problème, en fait, à mon avis, je me permets, tout le problème réside là, en fait. Dans cette envie de traiter extrajudiciairement ce genre de problème, alors que normalement, il y a des lois qui existent et qui condamnent. Alors pourquoi banaliser, comme vous l'avez dit, et traiter ces questions comme... des sujets, voilà, c'est encore des sujets qui concernent... C'est un sujet, oui, par exemple, dans cet exemple, qui concerne un couple. Mais il y a plusieurs cas comme ça qui sont subis tous les jours par d'autres femmes, justement qui n'osent pas s'exprimer par peur d'être stigmatisées à cause de ce genre de choses. Parce que là, c'est des chanteurs très connus. Une femme qui a décidé de dénoncer publiquement et... ça a été banalisé, elle a été stigmatisée et limite, dans certains propos, c'est à elle qu'on demandait en fait des explications. Oui, mais en même temps, si on fait l'avocat du diable, elle n'a pas voulu engager des poursuites. Mais peu importe qu'elle n'a pas voulu, tu ne peux pas en vouloir à une victime de ne pas vouloir engager des poursuites. Tu ne peux pas en vouloir à une victime de ne pas avoir dénoncé au moment où l'acte a été fait. C'est la victime qui décide. Et c'est surtout en fait par peur de tout ça que tu vois qu'elle n'engage pas, qu'elle ne se lance pas dedans. Parce que tout le monde s'en mêle. Et tout le monde banalise finalement. Mais en même temps, son autorité n'aide pas aussi. Non, mais en fait, la victime, c'est la victime. Il n'y a pas d'explication à demander à une victime. Et nous, chez nous, tout le problème réside là. Limite, tu vois, il y a des gens qui tiennent des propos comme « Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. De toute façon, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ?» Aucune victime ne mérite d'être battue. La véritable question, c'est ok, si on veut dépasser l'état où on ne traite pas les VBG comme il se doit, si même les victimes ne profitent pas de leur notoriété pour porter ces affaires-là devant la justice, ça va être compliqué. Là, on ne remet pas en cause son choix, mais on interroge sa démarche. Mais tu ne peux pas lui en vouloir on ne peut pas on ne peut pas lui en vouloir justement
de ne pas vouloir porter la voix de toutes ces femmes juste parce qu'elle, elle a de la notoriété. La sienne d'abord. De toute façon, elle n'a pas voulu engager, c'est son choix. Voilà. Peu importe le choix des femmes, de toute façon, en fait, il y a plein d'autres femmes qui existent, mais qui n'en parlent pas, justement par peur d'être rejetées par la société, parce qu'au final, c'est ce que fait de mieux la société. On les rejette, on leur... On va revenir sur ça. Peut-être, je veux faire réagir. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose? Et surtout, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, voilà, une personne, c'est son choix, mais à un moment donné, je pense que chacun a une responsabilité, qu'elle soit personnelle ou collective, de porter les choses telles qu'il faut. Est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Et moi, je pense que plus j'en apprends sur ce sujet et plus je discute avec d'autres personnes, d'autres horizons, je pense que je suis arrivée à la conclusion où je me dis, je pense que la réalité la mieux partagée dans ce monde et la plus universelle, c'est vraiment les inégalités que vivent les femmes. C'est ça. En fait, parce que tu vas prendre une femme, peu importe son pays, peu importe sa géographie, là où elle est, peu importe ses origines, elle va te revenir en fait avec les mêmes sujets, que ce soit les stéréotypes, que ce soit les cas de violence et tout. Donc effectivement, c'est des choses qu'on va retrouver en Côte d'Ivoire. Par rapport à la responsabilité, et je la rejoins totalement, on ne peut pas en vouloir à une victime de ne pas avoir parlé. Parce que concernant ces sujets-là, par exemple, il y a un phénomène qui existe. C'est une sorte d'explication pour dire pourquoi est-ce que les victimes, souvent, elles n'arrivent pas à porter plainte. On parle souvent du cycle de la violence. Donc, c'est un groupe d'actes que l'agresseur, en fait, il va peut-être déclencher à certains moments. Donc, au départ, par exemple, quand il va commettre son acte, après, quand ça va se calmer un peu, il va revenir. Non, tu sais, c'est parce que tu as mal agi ou c'est parce que tu m'as un peu poussé à bout. Donc, c'est pourquoi. Victimisation de la victime. Exactement. Donc, on peut très rapidement tomber dans un cycle de victimisation. La victime, elle peut très vite, rapidement tomber dans ce cycle-là. Et après, quand ça se calme un peu, après, il y a une partie où on parle de phase de lune de miel. Donc, après l'acte, voilà, il a essayé de s'excuser, il a essayé de demander pardon. Donc on va revenir un peu aux amourettes, les deux. Comme par hasard, il devient un voilà, comme par hasard, il devient gentil, il devient docile et tout. Et sauf qu'en fait, c'était juste deux façades. Donc il y a un autre moment, on continue à peut-être il y a un petit truc qui va se passer où sa vraie nature, va refaire surface et il va retaper à nouveau. Et il va dire, mais non, tu vois, par exemple, il y a quelques jours, on était bien, c'est toi qui m'as énervé, c'est parce que tu m'as énervé que, tu vois, je te retape à nouveau. Donc ça nous met un peu dans un cycle et c'est très, très difficile pour une victime de pouvoir sortir de ce cycle-là. Donc c'est pourquoi, très souvent, les victimes, elles n'osent pas parler. Et elle parlait tout à l'heure du fait que ce que fait la société de mieux, c'est d'accabler les victimes. Quand on sait à quel point une victime peut être victime à nouveau de harcèlement, où on peut lui dire bah, tu mens, où on va lui dire bah, pourquoi t'es pas venu parler au moment opportun, pourquoi t'es pas venu parler quand ça s'est passé. J'entends cet argument, mais si je me fais encore une fois l'avocat du diable, c'est-à-dire ça s'est passé plusieurs fois, en tout cas l'exemple que j'ai pris de Khadija Bintou, apparemment ça s'est passé plusieurs fois, je dis apparemment parce qu'il n'y a aucune enquête pour dire si ça avait ou pas. Donc ça s'est passé plusieurs fois, elle a posté des photos et les photos parlent d'elle-même, mais elle a choisi de ne pas porter l'affaire devant la justice. Ben justement. C'est-à-dire, non. Justement, ma question c'est, ok, elle a un choix, c'est-à-dire il y a le regard de la société, etc., mais à un moment donné, si on veut faire avancer les choses, les personnes doivent porter l'affaire devant la justice. Mais tu sais, c'est des sujets qui sont tellement sensibles et tout le monde n'a pas le courage, ni la force, ni l'énergie de se lancer là-dedans. Surtout en fait. Dans une société comme la nôtre. Exactement. Dans ce secteur-là, quand tu travailles avec, ou bien tu es engagé au sein d'une association, où tu as l'habitude d'être en contact avec des victimes, c'est très pesant émotionnellement. C'est très drainant d'un point de vue énergie aussi. Donc tout le monde n'a pas cette capacité ou encore cette envie de venir se frotter à ce sujet-là. Parce que ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps et émotionnellement, ce n'est pas évident. Et comme elle l'a si bien dit, on ne peut pas en vouloir à une victime de ne pas avoir fait une démarche. Les associations, elles existent pour ça. C'est pourquoi on retoque beaucoup l'État en disant qu'il est aussi de la responsabilité de l'État de mettre à disposition des moyens pour faciliter
en fait, ces prises de parole-là de ces victimes-là. Et quand on sait à quel point, dans nos sociétés, on va tout de suite te taxer de mauvaise femme, ou on va tout de suite te taxer de ci et de ça, bah, tu n'auras pas le courage. Mais j'entends exactement ce que tu veux dire, parce que si je comprends, tu essaies de dire bah, pourquoi ne pas profiter de la notoriété pour rendre beaucoup mieux visible ce problème-là, tu vois. Mais on ne peut pas lui en vouloir, en fait. Mais attends, ça va au-delà. Et je vais vous donner la parole, Mme Baldé. C'est une autre chose, c'est-à-dire l'État, parce qu'il y a les instruments juridiques pour ça, qu'ils soient en Côte d'Ivoire avec le code pénal de 2019, qu'ils soient en Guinée avec la loi de 2000, etc. Il y a un cadre législatif, etc., qui est très bien fourni. Et donc, du coup, même si l'État met les moyens en place en faveur des victimes, les associations ne peuvent pas, par exemple, s'autosaisir. C'est pas possible. Il faut une action qui ça soit... dépend. Mais déjà, en fait, dites-vous que les lois sont très peu ou mal connues déjà par la société civile. Nous le savons, en fait, des pays comme la Guinée, il y a un taux d'analphabétisme très élevé chez les adultes. Et même pour les gens qui ne sont pas analphabètes, les lois ne sont pas accessibles, en fait, pour tout le monde. Tout le monde n'a pas... 33% de la population qui est éduquée. Exactement. Par rapport à la France, tout le monde n'a pas ce réflexe, en fait, d'aller regarder « Ah, mais c'est quoi mes droits ? Enfin, qui je peux contacter quand il y a ça qui arrive ?» En France, ça arrive très souvent parce qu'il y a tout qui a été mis en place pour que, justement, les victimes puissent avoir accès. Libérer la Exactement. Mais cet argument-là aussi, il peut être contesté parce qu'on a beaucoup d'organismes, on a le Progem. Oui, mais moi j'aimerais juste revenir en fait parce que tu dis ça de façon banale, mais le poids en fait du regard social, c'est vraiment un poids. Le regard jugeur de la société, c'est un poids plus qu'un autre. Okay. Donc, même une victime qui connaît déjà les lois, qui connaît... Le seul fait de se dire que je vais être jugée par ma société, ma propre mère peut me dire « Ah bah non, rassure-toi, tu es une femme, ça arrive, des coups de baffe comme ça, vite fait, c'est rien, je l'ai vécu, ta grand-mère l'a vécu, tu n'as rien à dire. » Rien que ça, en fait, te dire que toute ta société, toute ta famille, toute ta communauté va tourner le dos parce que tu veux rendre justice, parce que tu estimes que tu mérites la justice, mais on te dit non, toi, en fait, ferme ta bouche, tout simplement. Après, parce que... ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... concernant les cadres, il y a des pays qui les ont très bien structurés. Hein. Il y a des lois, la Côte d'Ivoire a ratifié certains textes, elle est signataire de certaines conventions, elle a participé à ceci et à cela. J'imagine que c'est peut-être la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence. Exactement. J'imagine que c'est la Charte africaine sur les droits des peuples. Il y en a, on peut te lister une liste très très longue, tu vois. Et c'est valable aussi pour la Guinée. Par contre, le problème, c'est dans le respect de ces lois-là, dans leur application, en fait. Parce que le cadre... Non, c'est de la responsabilité de l'État. Une des politiques publiques de l'État. L'État, il a légiféré. Oui, mais dans l'application, l'État va voter des lois. Il va dire sur le papier, il faut ceci, il faut cela. Mais par contre, il y a des personnes, en fait, qui déclinent ces lois-là. Il y a des personnes qui sont chargées de pouvoir mettre en action ce qui a été décidé. C'est-à-dire ? Je vais te donner un exemple. Une victime, lorsqu'elle va vouloir aller porter plainte, déjà, elle va trouver la barrière du rejet par les premiers acteurs qu'elle peut croiser. Ça peut être dans les commissariats. C'est-à-dire, t'imagines, tu as été victime d'abus, tu te sens mal dans ta peau et tu arrives chez des acteurs qui sont censés te protéger. Et ce sont ces premiers-là, en fait, à refouler, comment dire ça, ou plutôt à refuter. Voilà, à banaliser ce que exactement, tu as vécu déjà. Parce que à la Ligue, par exemple, nous, on accompagne souvent des femmes dans la procédure judiciaire et tout. Et je peux te dire que c'est très, très compliqué, en fait. Quand on se retrouve face à ces acteurs-là, déjà qui n'ont pas assez de connaissances sur le sujet, tu peux te retrouver face à des trucs, ils n'ont pas de points focaux. Quand tu arrives, ils ne savent absolument pas de quoi tu parles. Et quand tu arrives, ils vont te dire, mais à cause d'un petit truc comme ça, toi, tu veux gâcher la vie de quelqu'un, tu veux le mettre en prison. Non, mais ça, c'est des affaires entre monsieur et madame. Allez-y, réglez ça entre vous. Ne venez pas trop nous fatiguer. Comment dire ça? Ah, madame, toi aussi, à cause de petites tapes, il t'a fait là, ou bien, regarde, c'est même pas trop compliqué. Donc, tu vois, tu peux te heurter à ces gens, à des situations comme ça. Et ça, c'est pas parce que
dans le règlement de ce commissariat, il n'y a pas des textes qui disent qu'ils ne doivent pas prendre en charge ces victimes. Tu vas voir, ils ont peut-être un règlement intérieur, ils ont un dispositif qui est dans le papier, qui est très bien défini, très bien cadré, mais dans l'application, ce n'est pas le cas. Et c'est ça le véritable sujet, en fait. Okay. Donc, souvent, quand les personnes ils disent « Ah non, les femmes, vous plaignez un peu trop parce que vous avez beaucoup trop de lois », là n'est pas le problème. Là, le problème, il est dans l'application, en fait, de ces lois et de tout ce qui a été décidé. Et cela est dû aussi, je pense, en fait, au déséquilibre qui existe justement entre ce qui se passe en réalité et ceux qui font, voilà, ce qui est écrit dans les lois. Avant même d'adopter des lois, de dire ceci, cela, de donner des droits en fait aux femmes, il faut aussi sensibiliser la population. Parce que malheureusement, on ne le dit pas souvent, mais il y a cet amalgame malheureux qui existe en ce qui concerne la tradition et la religion. Beaucoup prennent référence on y reviendra. En disant, voilà, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta grand-mère, tous tes ancêtres ont vécu cela, donc voilà, de quoi tu te plains, c'est comme ça, l'homme a le droit d'éduquer la femme. Que c'est ironique, n'est-ce pas, que tu sois de la même génération qu'un homme et qu'on lui octroie quand même, qu'il s'arroge le droit de t'éduquer. Enfin, je veux dire, tu n'as pas reçu assez d'éducation chez tes parents. Moi, je trouve que vraiment, je comprends, mais j'ai une autre question. Vu que là, on a quand même plusieurs choses, on assiste, d'après, si j'ai tiré les conclusions de ce que vous me dites, c'est-à-dire, on assiste à une victimisation des victimes, on assiste à une sorte, je sais pas, d'indifférence des agents publics. Est-ce qu'il faudrait, du coup, penser à la création d'une sorte de brigade spéciale pour le VBG? C'est-à-dire avec des personnes spécialisées formées sur la question. Ça se fait. Mais en Guinée, il y a déjà une brigade, non? Il y a, à part le programme, il y a déjà une brigade spécialisée. Oui, quand je dis brigade, c'est une institution étatique qui peut traiter directement ces questions-là. Mais a priori, eux, ils sont spécialisés pour ça. Justement, c'est ça qui devrait être en fait leur boulot. Exactement. Protéger la population. Dans plusieurs États, tu as des ministères en fait. Tu as des ministères qui sont chargés de prendre en charge ces questions-là. Sur le projet, je pense qu'eux, ils accompagnent plutôt les victimes, non? Mais par exemple, ils n'ont pas la capacité, je sais pas, de légiférer sur la question. Oui, non, pas du tout. Mais voilà. à part le programme en Guinée, il y a aussi, je pense, une brigade justement spécialisée à la protection des personnes vulnérables. Voilà, ça existe. Créé en 2020 en plus. C'est bien exactement, ça. Créé en 2020. Et rien qu'en 2021, ils ont enregistré plus de 400 viols, si j'ai bien noté. Et ça, c'est que les cas qui sont rendus publics. Exactement. Ceux qui ont eu le courage de dénoncer. Et parmi ces 400 viols, il y a une majorité qui sont des mineurs, des gens qui ont même moins de 13 ans. Et je trouve ça absolument scandaleux, en fait. Et ça, comme elle l'a dit, c'est que c'est encore des gens qui ont eu le courage de rendre ça public, de dénoncer. On ne parle pas de toutes ces femmes du coup qui sont justement stigmatisées, même pas des fois stigmatisées, elles ont été éduquées de telle sorte à considérer cela comme normal, en fait. À conscientiser, ouais. Voilà. Et est-ce que c'est le moment de faire le procès du patriarcat, par exemple, pour ces questions? Le procès du patriarcat. On est dans des sociétés très fortement patriarcales. Ça n'a d'ailleurs pas été toujours le cas. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Mais ok, ça se discute. Voilà. Je pense que ça se discute. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que ça se discute, ouais. Mais voilà, donc du coup, là, on est quand même dans une société où ça prend, je dirais pas énormément de place, ça prend toute la place. Comment est-ce que ça s'articule? Comment est-ce que... Bon, là, je pense qu'on a déjà commencé à aborder la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tendance à pas changer, on a tendance à reconsidérer cela, ou est-ce que les traditions persistent toujours? À reconsidérer le... patriarcat? Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, à minimiser ces effets. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Okay. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire le procès du patriarcat? C'est-à-dire, faire le procès, c'est dire tout ce qui ne va pas avec. Et surtout, parce qu'on a commencé à le faire depuis très longtemps, est-ce qu'aujourd'hui, le patriarcat d'aujourd'hui est différent? En tout cas, il est moins visible par rapport à d'antan. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà. Moi, je pense que si, tant que les inégalités vont persister et qu'elles seront présentes, tant que... Mais quand même, il y a des améliorations. Je ne dis pas le contraire. Ça, c'est sûr. Mais tant que ces inégalités-là seront là et qu'elles vont persister, il y aura toujours ce besoin-là de lutter, de revendiquer et puis d'essayer de régler les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'avant?
mon discours est un peu... je suis un peu dans l'entre-deux parce que ces dernières C'est-à-dire années, on remarque beaucoup en fait la montée en puissance de certains discours masculinistes. Les masculinistes, en fait, c'est un groupe... Chez nous, en fait, en Guinée, en Côte d'Ivoire, ou vous parlez de façon globale? Un peu partout, de façon globale. Le patriarcat, ça existe Ouais, en fait, partout, on commence à constater C'est- une grande régression, en tout cas, sur la question, sur le sujet. Avant même d'aller sur la dimension internationale, Non, non, ça, je parle même pas que de l'international, je en se parle de focalisant partout. juste sur la Guinée et la Côte d'Ivoire, par exemple. Bah, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Je trouve que l'avancée elle se fait très, très lentement. Pour te donner un exemple, les cas de viol, ça existe, mais depuis toujours, j'ai envie de dire. Et tu parlais du fait que non, il y a des lois, blablabla et tout. Laisse-moi te dire qu'en fait, c'est qu'en 2019 qu'il y a eu la définition du viol dans les documents juridiques de la Côte d'Ivoire. En fait, le nouveau code pénal, c'est ça? Exactement, dans le code pénal. Donc, t'imagines, depuis je sais pas Mais combien il d'années... il y avait une loi, non? Je sais pas s'il y avait une loi de, je sais pas, de 89, non? En tout cas, je me souviens Je plus. pense que ça doit être un truc de convention sur Je l'élimination pense que la Côte à l'égard des d'Ivoire, droits elle des avait- femmes, elle un truc elle comme avait ça. une loi, je sais pas si je peux la retrouver. Ouais, la loi de 98, c'est ça, relatif au MGF. Les mutilations génitales Oui, féminines. mais ça, je pense que c'est pas la même chose. Ok. Mais, ok, et vous direz la même Ouais, chose de pour toute la façon, Guinée? moi je dirais en fait que maintenant, enfin, ça commence, comme elle a dit, à se tasser très lentement. Il y a quand même quelques progrès. C'est encore très lent, c'est très Ouais. timide, mais il y a des organisations qui s'élèvent, il y a des associations des femmes qui s'élèvent, et c'est assez encourageant parce que enfin, le fait d'empêcher le mariage d'une fille de 13 ans, pour moi, c'est déjà une victoire. Le fait de sensibiliser les mères pour qu'elles amènent les enfants, les filles à l'école autant que les garçons, pour moi, c'est déjà une victoire. Donc déjà, surtout en fait pour la sensibilisation, je pense que beaucoup commencent à prendre conscience petit à petit, et c'est encourageant. Est-ce que les papas prennent conscience plutôt? Parce que c'est eux les véritables drivers, si je peux dire. Je pense Prennent pas conscience, forcément. bah- Après ça, en fait, c'est un sujet de société, ce qui fait que ça implique un peu tout le monde. Elle parlait beaucoup du fait de devoir sensibiliser. Oui, mais en fait, je dis ça parce que si les papas, en tout cas, si les pères arrivent à prendre conscience de l'effet qu'ils ont sur la famille, etc., ils sont beaucoup plus à même d'envoyer ce changement-là. Je pense que tout dépend des C'est zones. c'est une question de... C'est une question d'effort collectif, je dirais. Parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet de société, qu'il s'agisse des papas ou qu'il s'agisse des frères, qu'il s'agisse... Mais je vois un peu là où tu veux en venir, c'est peut-être parce que la plus grande part Parce que si on fait du de procès responsables des violences, ce sont des hommes. Donc je comprends pourquoi tout de suite, peut-être tu fais du lien. Je parle dans le cadre où le patriarcat est considéré comme, où c'est l'homme qui dirige tout, etc. Et voilà, je pense que inconsciemment, on a tous des biais, on a grandi avec ça. Et donc, du coup, si, en tout cas, les hommes se rendent compte de ça, ils peuvent décider eux-mêmes de changer, de ne pas imposer ça à leur famille, etc. Et donc, du coup, tu verras une famille beaucoup plus épanouie, avec beaucoup plus de liberté pour la femme, etc. Donc, en fait, on n'aura pas de ces effets-là dans cette famille-là. Ça dépend. Après, ça dépend de... Ça dépend aussi de la société, etc. Jusqu'où... Peut-être je vais laisser réagir Toro. Ouais, Ça dépend des zones aussi. Par exemple, moi, je dirais que dans les zones rurales, ça avance d'au moins... Tu veux citer des noms? Voilà, non. Ça avance encore plus lentement parce que voilà, forcément, il y a l'ancrage dans les traditions, dans les coutumes, dans ce qui se fait depuis toujours. Mais en fait, surtout aussi, il y a justement le manque d'éducation. Mais au-delà du fait que les pères en prennent conscience ou les frères ou je ne sais quoi, je pense que tout passe par les femmes parce que c'est elles qui subissent. Du coup, si les femmes, justement, arrivent à faire que les hommes en prennent conscience, à mon avis, c'est déjà un grand pas. Comment du coup? Je sais pas, en parlant, en sensibilisant, il y a des hommes qui ont une grande faculté intellectuelle, qui réfléchissent quand même. Et l'éducation, ça aide beaucoup aussi. Ça fait que il y en a qui sont plus aptes, justement,
à considérer certains faits sociaux comme injustes pour les femmes. En tout cas, s'ils ont l'honnêteté intellectuelle de l'assumer, à mon avis. Mais oui, il y a des hommes, moi j'en connais des hommes qui sont très sensibles au sujet et a priori en tout cas, qui voient déjà la disparité. A priori. A priori, parce qu'on ne connaît jamais assez les gens. Non, a priori. Après, si tu veux, aujourd'hui, il y a de plus en plus ce sujet-là qui revient, c'est celui de la masculinité positive. Dans le mouvement féministe, par exemple, c'est quelque chose qu'on essaie de valoriser au mieux, parce que l'idée, c'est pas de créer un déséquilibre aussi. C'est pas de dire, faudrait que les femmes remontent là pour faire baisser les hommes. Non, l'idée, c'est de trouver un équilibre, donc de collaborer ensemble. Et dans cette optique-là, on va beaucoup valoriser des valeurs de masculinité positive. La masculinité positive, c'est que on va essayer d'amener les hommes à avoir des comportements positifs, entre griffes, et avoir un peu les attitudes dont tu parlais tout à l'heure. Parce que, en fait, le patriarcat, il tape sur tout le monde. Tu vois, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Pourquoi le patriarcat, il tape aussi sur les hommes? Par exemple, on va dire aux hommes, un homme, il ne doit pas pleurer, un homme, il ne doit pas montrer ses émotions, un homme, il doit faire ceci, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela, tu vois. Sauf que ça devient très toxique, en fait. Ça a des impacts très, très négatifs sur ces personnes-là. Donc, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure il faudrait collaborer ensemble pour essayer de déconstruire ces biais-là, pour essayer en fait d'aller au-delà de tout ça. Donc les hommes qui vont être dans cette dynamique de déconstruction, moi j'en connais énormément dans mon entourage, j'ai pas mal d'hommes qui font ces efforts-là, parce que c'est aussi un effort personnel déjà. C'est de se dire, je suis dans une société. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu vis dans une société, les sociétés dans lesquelles on vit. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu parler des inégalités hommes-femmes. Ça, c'est déjà un point. Donc, c'est de se dire, si j'ai entendu parler ou je sais que ça existe, c'est des choses qu'on voit dans le quotidien. Tu vois, un homme et une femme, ils ne vont pas avoir un même traitement dans un espace public, que ce soit dans l'espace professionnel, ça ne va pas être la même chose. Donc, c'est aussi de la part de ces hommes-là de faire ce travail-là et de se dire, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui ne va pas, peut-être que je peux essayer d'en savoir un peu plus, je vais lire de la documentation, je vais essayer de revoir mon comportement aussi pour déconstruire un peu certains biais, pour ne pas perpétuer certaines choses, parce que souvent c'est ça aussi. Il faut à un moment qu'il y ait une rupture, sinon on reste dans un cycle infernal et il n'y a jamais de rupture. Et il faut surtout qu'ils comprennent que ça ne les rend pas moins hommes. Exactement. Que de considérer la femme en fait. Ça veut dire quoi, moins homme? Non, mais parce qu'il y en a qui pensent que le fait d'écouter une femme, le fait de lui donner accès aux mêmes droits, ça fait qu'elle est arrivée à mon niveau. Donc, je sais pas moi, ça c'est à vous de me le dire, puisque c'est vous l'homme, mais je ne sais pas moi comment on peut penser ainsi, parce que justement, moi je ne vois absolument pas les choses comme ça. Mais du coup, on n'a pas abordé un thème, c'est-à-dire celui de la religion. C'est quelque chose qui n'est pas quand même négligeable. Hein. Ça, c'est un thème sensible. Mais, justement, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il faut l'aborder. Quelle place prend la religion dans ces pratiques? Dans les pratiques féministes? Non, dans la perpétuation du patriarcat, etc. Moi, je pense que... Bon, je ne sais pas si j'ai trop le droit de dire ça, mais mais je pense que en fait, il y a certaines religions qui perpétuent un peu certaines inégalités, certains stéréotypes. Ce qui fait que... Je pense que toutes les religions monothéistes, en tout cas abrahamiques, ont quand même ces penchants-là. Oui, je pense qu'il y a quand même ce petit truc de domination, ce petit truc de l'homme, peut-être, il a un peu plus de valeur que ici, où tu vas tomber sur certains enseignements, où tu vois qu'ils sont clairement, en fait, déséquilibrés, en fait. Parce qu'on va plutôt te dire, non, ou certaines interprétations. Je pense que c'est surtout les interprétations. C'est surtout certaines interprétations, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cet amalgame malheureux qui est fait en fait entre la tradition et la religion. Il y a beaucoup de pratiques qui sont traditionnelles, que la religion ne prône absolument pas, mais tout dépend aussi de notre faculté à comprendre, à interpréter. Et puisque c'est les hommes qui se sont octroyés le droit d'interpréter, ils prennent tout à leur faveur, j'ai envie de dire. C'est un peu comme le colon et le colonisé. Ne dit que la femme est moins en fait que l'homme. Aucune, je ne pense pas qu'il soit écrit quelque part. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. En fonction de ce que j'ai appris en tout cas. C'est surtout des questions d'interprétation, parce que, en tout cas,
bon, moi je suis musulman, je prends l'exemple du Coran, je ne vais pas citer des versets, mais il y a des versets, quand tu les lis littéralement, tu peux comprendre une chose, mais quand tu prends le temps de les relire et surtout de les mettre en rapport avec Dans un d'autres versets, contexte tu vois aussi. que c'est pas exactement ça. Voilà. Et quand les pratiques traditionnelles ça mêle, bah, ça n'aide pas. Exactement. Du coup, puisque il y en a qui pensent justement, bah non, puisque ça s'est fait forcément comme ça s'est fait toujours ainsi, bah forcément c'est ça qui est juste. Ce n'est pas parce qu'une pratique est ancienne qu'elle est légitime. C'est pas parce que c'est une pratique est adoptée par tout le monde que voilà, la culture juste. ça change. La culture elle est évolutive, donc voilà. Absolument. Et donc du coup, pour vraiment avancer, il faut une nécessaire collaboration entre les hommes apparemment masculinistes et les femmes, c'est ça? Moi, Masculiniste, déjà, il faut qu'ils arrêtent d'être masculinistes parce exactement. que être masculiniste, c'est vraiment détester les femmes en fait. Quand je dis les hommes masculinistes, c'était juste pour caricaturer ce que vous avez dit. Mais je ne veux pas dire il faut que vous soyez en partenariat avec des hommes qui se présentent comme étant masculinistes. Non. Je veux juste dire il faut une collaboration entre les hommes et les femmes. Après, c'est toujours un travail de collaboration, parce que comme j'ai dit, l'idée n'est pas de créer à nouveau un déséquilibre en fait. Parce que quand on parle souvent de féminisme ou quand souvent tu te prononces beaucoup sur la question des droits des femmes, ce qu'on va facilement te jeter à la figure, c'est « Ah ouais, vous les femmes, vous voulez nous commander, vous voulez... » Bah, c'est pas un rapport de domination qu'on cherche à poser en fait. Et je pense que justement, ils pensent cela parce que eux, ils sont déjà dans l'idée qu'ils sont censés être les dominateurs. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges en fait. C'est parce qu'ils connaissent en fait ce sentiment d'être exactement, parce qu'ils savent très bien ce que ça implique en fait d'être dans la position de la personne qui domine. Voilà, qu'on ne veut pas être le dominé. Alors que pour avoir des rapports sains, moi je me dis, pour avoir des rapports sains, déjà c'est des perceptions à bannir un peu entre griffes. Pour moi, les histoires de moi je te domine, non, pour moi c'est vraiment, il faut être sur des rapports linéaires en fait. Voilà. De se dire, de plutôt se poser la question de qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et de façon générale. Voilà. Exactement. Au-delà de l'autre, qu'est-ce que je peux apporter qui peut contribuer à la solution, à la société, à l'évolution de cette société-là. Et puis voilà, de ne pas se limiter seulement. Parce que là, ça me fait penser à un truc. Il y a Youssoupha qui a écrit une très belle chanson, Dieu est grande, où il parle du fait que sa fille... Déjà, le titre « Dieu est grande ». Oui, déjà, j'aimerais qu'on passe un petit moment sur l'interprétation philosophique de ce titre. Dieu est grande. Dieu est grande, ouais. Comment est-ce que vous le comprenez? Moi, Dieu est grande, déjà par rapport à ma position en tant que musulmane, ça me questionne un peu parce que l'islam est une religion qui enseigne que Dieu n'a pas de... Sans qu'on mette l'aspect religieux dedans. Dieu est grande. Bon, en tant que féministe, c'est un titre qui me plaît. C'est un titre que j'adore. C'est un titre dans lequel je me retrouve. Et par rapport aux paroles qu'il dit dans cette chanson, franchement, pour moi, j'aime beaucoup trop, en fait. Donc, si on doit aller au-delà, c'est de dire, en fait, que... en fait, grande, ça fait écho à féminin. Tu vois, donc quand on dit elle est grande, ça veut dire on fait référence à une femme et tout. Et pour moi, c'est une façon aussi de ne pas. Est-ce que c'est pas une façon d'attribuer certains caractères divins aux femmes, c'est-à-dire tout ce qui est bienveillance, la capacité de donner la vie, etc., etc. Philosophiquement parlant, moi exactement. Je me suis dit la même chose. Alors là, tout comme ça, quand j'ai vu la chanson et tout. Une lecture littérale du titre. Exactement. Je me suis juste dit il adore sa fille. C'est la première chose que je me suis dit. Et surtout, je me suis dit, il veut qu'au-delà des stéréotypes, qu'elle avance en fait dans un environnement où elle est protégée, qu'elle soit sûre qu'elle peut faire les choses. Enfin, qu'il n'y a pas de barrière parce qu'elle est une femme, parce que malheureusement, justement, c'est ça en fait dans nos sociétés. Il y a beaucoup de choses qui te sont interdites, il y a beaucoup de choses en fait que l'éducation, même dans la façon de nous éduquer, on te fait croire en fait que tu n'as pas le droit, juste parce que tu as eu, j'ai envie de dire, l'audace inexcusable d'être née femme. Donc, moi, je pense qu'il a juste aussi voulu, au-delà de tout son amour pour sa fille, lui dire qu'il n'y a pas de barrière, il y a aucune barrière qui soit qu'elle ne puisse franchir, en fait. Et justement, la femme, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la persévérance et c'est, comment ça s'appelle ?
c'est l'endurance. J'ai envie de Ça dire. devrait être le cas pour tout être humain, même, je me dis, tu vois. Aussi, Mais exactement. malheureusement, on est dans une société où il y a une sorte de classification des émotions. Tu vois, on va dire, C'est beau, ça. tu sais, les hommes, ils doivent être virils, ils doivent Voilà. être durs, ils doivent pas montrer leurs émotions et tout. Et souvent, quand tu es en face d'hommes ou les hommes qui ont une sensibilité assez prononcée, on va leur dire, mais toi, tu es trop comme une meuf, en fait. Voilà, comme si t'es c'était, t'es efféminé. en fait, comme si c'était une injure. Ça veut dire que, en fait, être C'est un c'est le homme, mot qu'on et dit. il y en a qui le prennent mais tellement mal. Voilà. Parce que pour eux, comment est-ce qu'on peut les comparer à une femme? Et quand tu t'exprimes- Parce que, pourquoi moi je pense que ça les énerve? C'est parce que, historiquement, la femme est considérée comme l'être faible. Tu vois. Donc, remettre en cause leur virilité en les comparant à une femme, c'est comme si en fait le ciel leur tombait là-dessus. Donc, pour moi, dans cette chanson-là, et je rejoins totalement ce qu'elle a dit, c'est une façon aussi de montrer à sa fille qu'elle n'a pas de limite. Il y a une partie, par exemple, où il dit, t'es pas obligée d'être une fille banale, t'es pas obligée d'être Michelle Obama. Voilà. Et ça, moi, j'adore. Parce que la société, en fait, en plus déjà des 10 000 inégalités qu'on vit, on nous impose des façons de vivre. On nous met dans des cases. On va nous dire, tu sais, une femme, elle ne doit pas rire comme ça, une femme, elle ne doit pas marcher comme ça, une femme, elle ne doit pas faire ceci, elle doit plutôt être gentille, elle doit plutôt... Alors que souvent, ça ne correspond juste pas à ta personnalité, en fait. Pour moi, tu n'as pas besoin de correspondre à ce qu'on te dit, tu as juste besoin d'être toi. Et au-delà Absolument. de ça, je pense en fait que, pardon, Allez. en fait, je pense au contraire aussi, justement, quand on dit on impose tout cela aux femmes, il y a aussi justement un mouvement qui naît de plus en plus, où c'est le contraire, où puisque maintenant il y a le féminisme, il y a les droits, quand une femme par exemple a étudié, a fait beaucoup d'études, et que, supposons, elle se marie et qu'elle décide pour X raisons qu'elle ne veut plus travailler, ça peut être son choix. Mais non, et comme je l'ai dit, pour X raisons en fait. Mais la seule raison que la société va trouver, c'est ah non, parce qu'elle s'est mariée maintenant, elle a oublié tout ce qu'elle a étudié. Maintenant, c'est elle qui parle quand elles ne sont pas mariées. Dès qu'elles se marient, tu vois, elles se taisent. Et finalement... Ça me fait penser à des profils qui auraient un peu été victimes la de... femme ne peut juste pas s'arroger le droit de penser Et de pour faire, elle-même et d'être épanouie. Parce qu'il y en a qui sont épanouis en étant mère au foyer. Il y en a qui sont épanouis en voulant être Michelle Obama. Tout dépend en fait de ce que chacun veut pour sa vie. Donc je Pour ne moi, vois faut pas juste... pourquoi. faut... Le thème est très passionnant, mais il faut qu'on avance. Pas de souci. Tu fais les découpages, non? Ouais. En fait, j'ai l'impression que souvent, ils ne nous laissent pas terminer nos phrases et ils nous coupent. Mais en fait, c'est ça. Donc c'est ça, l'idée de attention. l'échange. C'est Non. ça, l'idée de l'échange. Il est pressé. Non, il faut que Tu ce laisses soit pas la évident. parole à tes invités. Méfie-toi. Je pense qu'il laisse largement la parole. Non. Si. Mais juste, je veux qu'on aborde un autre thème qui est tout aussi, je dirais, intéressant. C'est celui de l'excision. Ok. En Guinée, je pense, le pourcentage, c'est près de 87% des personnes. Oui, des femmes en qui- 2023 en tout cas. Et en Côte d'Ivoire, j'ai pas la statistique, mais je pense que c'est tout autant. Je peux t'en donner un petit peu. Oui, c'est tout aussi élevé, je pense. Pour vous, parce que, encore une fois, c'est criminalisé, il y a des lois, il y a des organismes, etc. Mais ça persiste toujours. Est-ce que ça, parce que je n'ai aucune connaissance dans des textes religieux d'une mention pareille. Je pense que c'est, je ne vais pas donner mon avis, mais ça persiste toujours. Pour vous, comment ça se fait? Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà pour moi, les mutilations génitales féminines, j'utilise ce terme-là parce que l'excision en fait partie. Et quand on parle de mutilation génitale féminine, on va parler d'autre chose. L'excision, ça peut être le repassage des seins, qui est une pratique qui n'est pas très connue. Je sais quoi. En fait, le repassage des seins dans consiste en des quoi? C'est quoi le communautés, notamment au Cameroun, il y a Plan International qui a fait un peu une étude là-dessus. On va chauffer, par exemple, une pierre ou soit un morceau de bois, le rendre hyper chaud et le passer sur la poitrine de la jeune fille qui commence à avoir sa poitrine qui se développe. L'objectif, c'est pour retarder en fait le développement de sa poitrine pour ne pas trop provoquer les hommes, tu vois.
On va dire non, tu sais, quand ta poitrine se développe... C'est ma première que nouvelle. Ouais, c'est la C'est première fois pareil, que tu apprends ça. En Côte d'Ivoire, ça se fait. Moi, je connaissais depuis un peu longtemps aussi. Et je savais pas que... Mais du coup, corporellement, il y a des conséquences. Bien quand sûr, même. évidemment. Et effectivement, Quand tu brûles la poitrine d'une sur ça, femme, ça j'ai envie impacte de sa dire. santé. Et Tu- surtout au niveau de sa sensibilité. Exactement, parce qu'il y en a finalement dont les seins ne poussent plus. Tu vois, et cette pratique-là, elle est simplement et purement mise en place pour recaler les désirs des hommes. Tu vois, et ça, c'est un peu, ça relie d'autres choses. On va dire non, faut pas porter des jupes mini, sinon les hommes. Bref, tu pourras pousser tes recherches Ça me fait froid au là-dessus. dos. Et Dans ça le dos. existe bien. C'est une Ouais, pierre qu'on va chauffer, Donc, en qu'on Côte va d'Ivoire, mettre. Au Cameroun. Moi, je sais qu'en D'accord. Côte d'Ivoire, ça se fait. Au Cameroun aussi, ça se fait. Tu vois. Donc, pour revenir un peu sur le point des mutilations génitales féminines, est-ce que c'est bien? Bien sûr que c'est non. Bien sûr que c'est Je pas pensais que bien. t'allais dire bien sûr que si. Mais... Bah, j'aurais pu faire la blague en disant oui, bien sûr que c'est bien, mais parce que c'est une atteinte en fait À l'intégrité. à l'intégrité, c'est une violation physique en fait, c'est une violence physique, si je peux le dire comme ça, parce que c'est une partie de ton corps qu'on retire, c'est une partie de ta apparemment- dignité en fait que tu perds. Apparemment, il y a plusieurs types. De Exactement. mutilation. Il y en a Bah 4 oui. apparemment. Et je sais pas si du coup, tu sais pourquoi est-ce que historiquement l'excision a été pratiquée. Non, dis-moi. De ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu aussi, et je pense que c'est vrai. En tout cas, la théorie me plaît, donc je pense que c'est vrai. Alors, non, c'est pas parce qu'il te plaît que c'est vrai. Je me permets. Donc, Je peux me permettre de dire, peut-être que c'est pas ça. Donc, non, vas-y, dis. non, je sais pas. Non, comme ça, vas-y, vas-y. Bah, c'était, en tout cas, moi, quand j'étais petite, ce qu'on me disait aussi, c'est que on excise les filles parce que ça va les retenir, en fait. Ça va retenir leur pulsion sexuelle. Parce qu'il me semble que c'est une partie du clitoris qui est coupée. C'est ça. Le bout. Sachant que le Le seul clitoris, organe féminin, en fait, est en le fait. seul organe de la femme dédié uniquement à son plaisir sexuel. Ouais. Donc, ils ont eu la magique idée de se dire qu'en lui retirant une partie de cet organe-là, ça va faire baisser ses pulsions sexuelles. Tu vas me Donc, elle va trouver sexiste, savoir mais je suis sûre que ce sont des hommes qui se sont assis et ont Moi, décidé, ça m'étonnerait pas, hein, franchement. Mais ça, et je ont pense- décidé cela. Ça m'étonnerait pas du tout. C'est ça. Et pour ne pas vous couper, je pense que ça, c'est par exemple une façon de pratiquer l'excision, c'est-à-dire où on enlève une partie ça peut être aussi total hein, du clitoris, mais aussi ce qu'on appelle une infibulation, c'est-à-dire où On va d'après ce que j'ai lu, recoudre, on va recoudre. Et ça, C'est quand- je pense que c'est historiquement quand même plus aussi, grave, ça, parce que imaginez si ça historiquement se aussi, c'est lié aux hommes. Parce qu'on se dit, il faut qu'on recoupe En fait, c'est pour nous, resserrer ça un valorise petit le peu, temps, en fait. pour que monsieur puisse retrouver du plaisir. Parce que on dit, bah, Peut-être que c'est le fait que si c'est cousu, il n'y a pas une façon. En fait, il n'y a pas moyen que tu t'adonnes à ces pratiques. peut-être. Et non, c'est absolument généralement, faux. ça c'est. Bon. Alors, c'est pas mon argument, j'essaie de penser. Ah, comme ok. Moi, j'avais pensé à un truc qui se fait souvent quand les femmes elles Le- accouchent Moi, par c'est- voix basse. Mm. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le point du mari, un truc comme ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais c'est Moi, aussi si de j'ai recoudre. compris, à travers aussi un petit peu mes lectures et tout ça, bref. Si j'ai compris, on recourt pour permettre à ton mari d'avoir cet honneur de... Enfin, de l'exclusivité. d'être, voilà, l'homme qui te... enfin, Bah, le mythe de la virginité, quoi. exactement. Bref. Mm. C'est... non, c'est Mais une, attendez, c'est est-ce une que vous avez pratique. rencontré des situations où il y a eu des complications du fait de ça? Il y a eu Bah, il y en même a, il y a eu des morts. jeunes filles qui Parce que- meurent sur la table de Parce que l'excision. imaginons si cette opération-là, c'est-à-dire cette infibulation a été faite, par exemple, alors que la fille avait, je sais pas, 6-7 ans et elle s'est mariée à 14-15 ans, c'est presque fermé. C'est un non, mais c'est au-delà de ça même. C'est un traumatisme psychologique. C'est une qui atteinte reste, c'est une personnelle, atteinte. en fait. Et les gens ne le voient pas souvent, justement parce qu'ils se disent oui, mais il n'y a que 2-3 filles qui meurent sur 100. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne voit justement pas les retombées derrière. Parce qu'il y a 1001 choses qui peuvent arriver à cause de ça. Il peut y avoir des complications lors des grossesses, des complications lors de l'accouchement, des problèmes même pour enfanter. Et après, bien évidemment, on va encore se retourner contre la femme. Après, pour dire... Et même, ça peut bloquer aussi son désir sexuel. c'est ça. Sachant que depuis des années et des années, la société a toujours voulu contrôler ce volet-là des femmes.
Dans notre société, je quand vous dis, on voit une ça femme, ne contrôle absolument, ça n'empêche pas les femmes qui veulent aller voir ailleurs d'aller voir en ailleurs, fait, surtout dans la société donc actuelle. il y a plein de choses que vivent les femmes qui ont été mises en place en lien avec les hommes. Tu vois, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, que ce soit l'excision, on se rend compte que c'est pour pas pour protéger, mais pour retarder. La finalité, c'est quoi? C'est pour que monsieur ait plus de plaisir. Tu vois, donc juste pour ça, on va te faire subir ça. Et comme elle a dit, au-delà, même personnellement, c'est un choc. C'est, tu vois, moi, je connais pas mal de femmes qui ont été... J'ai une question. Peut-être qu'elle est naïve. Mais aujourd'hui, en tout cas, les personnes qui ont subi ça et qui sont devenues mamans, vu qu'elles savent les conséquences, etc., pourquoi est-ce qu'elles acceptent de perpétuer cette tradition? La question. Le plus grand, moi, en fait, moi, je pense que... Je pose de façon Non, très mais naïve. là, on parle, nous, on en parle. Et on n'a même pas... Moi, en tout cas, je ne me permettrai pas de dire que j'ai une grande connaissance du sujet. J'en connais parce que, voilà, j'ai voulu m'informer et tout. Mais le problème, c'est que, justement, il y a un manque d'information. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui pensent que c'est une question de religion. C'est la religion qui prône cela, il faut le faire. Parce Je rappelle que dans les textes religieux, il n'y a aucun texte qui le dit, okay, qui est écrit, mais c'est justement, tout ça est lié justement au manque d'instruction. Tout est lié à l'éducation. Et le fait que tout ce qu'il y a, que chez nous, dans nos sociétés, tout ce qu'il y a entre les jambes soit tabou, ça fait que personne ne pose de questions, j'ai envie de te Vous dire. êtes très sévère. Non, mais c'est vrai. Non, mais elle a totalement raison, en Personne fait. ne pose de questions, personne ne se demande. On se dit juste, ah oui, maman l'a fait, pourquoi elle l'aurait fait? Perpétuer la chose, en fait. Si ce n'était pas bien pour nous, maman aime tout le monde, donc forcément, moi aussi, j'aime mes enfants, je le ferai. Je le fais. Malgré qu'il y ait des textes qui l'interdisent, malgré qu'il y ait un texte de loi qui l'incrimine, mais non. En fait, les gens sont... Tout est traditionnel, tout est une question de coutume, de pratique, et on ne veut pas forcément être, nous, les déracinés, les premiers qui arrêtent de faire ce qui a toujours été fait. Si je peux me permettre de continuer, Voilà. c'est que, en fait, ce genre de choses, c'est des cycles qui continuent. Et à un moment, s'il n'y a pas eu de cassure, ça va continuer. Moi, dans ma famille, j'ai été celle sur qui ça s'est arrêté. Quand je dis ma famille, après, mes autres cousines, elles en ont été victimes. Mais dans ma famille, sœur directe et tout, j'ai été celle en fait sur qui ça s'est stoppé. Parce qu'à un moment, ma maman, elle a quand même osé, elle a osé dire non, mais elle a trouvé une alternative, tu vois. Et ma petite sœur qui est venue après moi, elle n'a pas eu à le subir, tu vois. Donc je pense qu'à un moment, s'il n'y a pas cette cassure-là qui se crée, comme tu as dit, ma maman l'a fait, mon arrière-grand-mère l'a fait, c'est la tradition, ça a toujours été comme ça. Et une fois de plus, je répète, les cultures sont changeantes, la tradition peut changer, elle n'est pas figée en fait. Tout n'est pas bon d'être retenu. Et tout est question aussi de sensibilisation, en fait, je pense. Il ne s'agit plus d'adopter des lois à tout va. Il faut aller sur le terrain, il faut changer la mentalité de nos exciseuses. Il faut aller parler à nos mères au marché, il faut parler à nos mères au village, il faut parler à notre communauté, même si tu empêches, parce que là, on en parle et on pense que, voilà, c'est nos mères qui le faisaient. Mais moi, j'en connais encore des femmes de ma génération qui pensent que si, c'était une pratique bien, en fait. Sinon, comment tu comptes éduquer sexuellement ton enfant, ta fille? Donc, qui pensent le refaire, le reproduire, qui sont allés à l'école, qui ont fait des études, moi, je trouve ça absolument alarmant. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, je ne peux pas les en vouloir. Tout ce que je peux, c'est essayer de les convaincre. Mais après, il y a ma parole et il y a tout ce qui se fait depuis belle lurette. Donc... Et ça, je pense qu'on touche à un sujet qui est tout aussi important, c'est celui de l'éducation. C'est-à-dire aujourd'hui... tout passe par là. Et je pense qu'il y a... j'ai plus la stat en tête, mais il y a moins de 33% de filles qui sont scolarisées, qui sont en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Je pense que la stat est un peu plus haute en Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même un écart significatif entre les garçons, la scolarisation entre les filles et les garçons. Et je pense que beaucoup abandonnent à partir de la primaire, Exactement. pas beaucoup vont au collège. Ouais. Est-ce que c'est des phénomènes qui continuent la perpétuation de ces MGF-là, d'une sorte de... je dirais pas
j'allais dire subissement, mais ça n'existe pas en français, du fait que voilà, ces pratiques continuent et que les femmes continuent à subir ça. Moi, je sais pas. Non, mais en fait, je pense aussi que justement au primaire, il y a maintenant quand même de plus en plus de familles, de plus en plus de parents qui amènent leurs enfants à l'école, ne serait-ce qu'au primaire. Mais à partir du collège, c'est vrai que l'écart commence à se creuser. Parce que, et cela est dû à quoi? Au mariage précoce. Au mariage forcé, parce qu'on estime que la fille n'a pas besoin d'avoir mais pourquoi ça persiste? Un gros diplôme. Je viens de te dire, tout est question de pratiques traditionnelles. En fait, donc les mariages, c'est de la tradition. Tu ne peux pas aller demander à un père là-bas dans le fin fond, je ne vais pas citer de village, mais de lui dire que bah non, laisse en fait ta fille aller à l'école, au lycée, à l'université, parce que voilà, ça lui permettra d'apprendre. Elle dira non. Quand elle va arriver là-bas, elle va déjà avoir l'occasion de connaître les hommes. Et moi, je ne veux pas de déshonneur dans ma famille. Ouais. En fait, tout est question de ça. Le fait que des fois, c'est une question de peur, justement, du déshonneur. Et au lieu de passer par l'éducation, par le fait d'en parler, on préfère donner la fille en mariage au premier venu pour ne pas qu'elle ait l'occasion d'aller voir ailleurs avant qu'elle n'ait l'âge de savoir comment aller voir ailleurs. Bref. Et est-ce que ça pose aussi la question de est-ce que les femmes mariées, les femmes éduquées sont-elles mariables aussi? Parce qu'il y a cette question aussi qui se pose. Justement, là, je pense que tu vas couper beaucoup de choses dans ta vidéo parce que là, tout de suite, là, en fait, je parie qu'il y a des gens derrière leur écran qui vont se dire, même s'ils n'ont pas après le culot d'écrire, qui vont se dire dans leur tête, de toute façon, ça se trouve, c'est pour ça, qu'elle n'est pas encore mariée. Elle ne va pas se marier si elle continue. Non, je te dis tout de suite. Hein. Oui, mais moi, honnêtement, je reçois des commentaires comme ça en pleine figure. Tu vois, on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Tu as déjà vécu en Côte d'Ivoire? Non. Moi, j'ai pas vraiment vécu en Guinée. Mais tu vois, ce qu'elle vient de dire là, c'est aussi quelque chose que je subis, que j'ai déjà subi. J'ai envie de dire. C'est des choses que j'ai entendues. C'est la même culture. Tu vois, par exemple, pour le point éducation dont tu parlais, en plus du fait que les parents ils vont avoir peur du déshonneur, machin et tout, c'est que c'est un peu du deux poids deux mesures. C'est que quand on a une fille et on a un garçon, le choix, il ne se discute même pas de savoir qui doit continuer les études parce qu'on nous a toujours dit la fille, elle est moins intelligente que le garçon. Le garçon, c'est lui qui va pouvoir te sortir de la pauvreté. Donc souvent, il y a des situations où les parents, ils n'ont pas suffisamment de moyens économiques pour garder et la fille et le garçon à l'école. Et ça, j'allais poser la question. Donc le choix, il va se faire très vite. Et en plus, la fille, on va se dire, elle me serait rentable plus sur autre chose. Exactement. Par exemple, les tâches domestique. Elle pourra aller me chercher de l'eau, elle pourra faire de la cuisine, elle pourra faire ceci, elle pourra faire cela. Donc pourquoi est-ce que je devrais la laisser? Pourquoi est-ce que je devrais laisser cette main d'œuvre gratuite là aller gaspiller sans compter à l'école souvent en fait. Que ça ne lui servira pas à grand chose. Parce que de toute façon elle va se marier. Elle sera entretenue par son mari. Son objectif de vie c'est d'être mariée, avoir 5 enfants, s'en occuper. J'ai l'impression même que les parents aussi, il y a cette question aussi de dot. Les gens n'aiment pas en parler, mais il y a, franchement, en fait... C'est un investissement. Un investissement. Et en fait, c'est des choses malheureuses, en fait. C'est des pratiques malheureuses, mais il y a des familles, tu ne peux pas les en vouloir. Comment tu peux en vouloir à un père ou une mère qui, chaque matin, c'est quand le soleil se lève, qu'il se demande comment on va nourrir les enfants, de vouloir donner sa fille en mariage parce qu'elle a du potentiel et d'arrêter une dot. Non, mais tu sais bien de ce dont je veux parler pour retirer une dot. Donc, tu ne peux pas les en vouloir. Donc, le fait aussi qu'il y ait une pauvreté extrême, ça joue beaucoup. Et je vais me permettre aussi de valoriser les acteurs avec lesquels je travaille, les organisations de la société civile. Et c'est dans ce genre de situation en fait, qu'on voit vraiment leur importance. Exactement. Et ce qu'ils apportent. Parce que les associations, les ONG font un travail de fou sur ce sujet-là. Tu parlais beaucoup d'éducation, de sensibilisation. L'éducation à laquelle on fait allusion ici, c'est pas spécifiquement celle des filles.
mais c'est plutôt celle des parents, celle de la communauté, celle de la société. Et aujourd'hui, les associations, depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, voire même plus, ces associations-là font un vrai travail de fond. Elles vont sur le terrain, elles parlent avec les communautés. Je sais par exemple qu'il y a un programme, pas que j'ai suivi, mais que j'ai lu, je ne sais plus exactement où, par rapport à la question du mariage forcé. Il me semble que c'est un programme de l'ONG Plan International. Dans des zones où il y a une pauvreté accrue, par exemple, les filles sont facilement données en mariage, comme elle l'a dit, c'est un gage de rentabilité. C'est transactionnel. Tu vois, donc, et ce qu'ils ont fait, l'ONG en question, c'est qu'ils ont accompagné les familles à développer des activités génératrices de revenus. Tu vois, parce qu'ils se sont rendus compte que l'une des raisons pour lesquelles les familles donnaient facilement les filles en mariage, c'était par rapport à des raisons économiques. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de jouer sur ça. Donc, ils se sont dit, en développant, comment dire ça, des activités génératrices de revenus pour ces familles-là, bah, ils vont se dire, ah tiens, finalement, j'ai de l'argent ici, donc peut-être que je peux laisser maintenant ma fille aller à l'école parce que j'ai la possibilité de récupérer de l'argent un peu ailleurs, tu vois. C'est très bien, mais quelle est la responsabilité de l'État dans ça? Parce que ça, la responsabilité c'est de l'État. régalien, ça. Alors, dans les politiques publiques d'un État, l'une des responsabilités premières même, c'est l'éducation de sa population. L'État est garant de l'éducation de sa population. Et quand on parle de population, on parle de toutes les cibles de cette population-là, à commencer par les enfants, par les plus jeunes, donc les filles et les garçons. Je pense que quel soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire, l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Je pense qu'avec la prochaine constitution, ce sera 17 ans. Mais c'est obligatoire, etc. Mais c'est pas respecté. Est-ce que le problème majeur, c'est beaucoup plus le respect et l'application? Exactement. C'est ce qu'on ne fait que dire depuis tout voilà. à l'heure. Hein. C'est faire appliquer les lois. Il y a trop de jolies lois, il y a trop d'événements. Tu vas voir 10e congrès de je sais pas quoi, de ceci, de cela. Voilà. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Et ça ne suffit pas aussi de les adopter. Des fois, il faut voir aussi la faisabilité de la chose. Tu ne peux pas juste adopter la loi, la mettre comme ça sur un bout de papier, espérer que l'autre là-bas, au fin fond de je ne sais où, en prenne connaissance et la respecte. Okay. Il y a des choses qui l'intéressent, en fait, avant. Et surtout, moi, je viens faire encore l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'opportunisme législatif? C'est-à-dire, aujourd'hui, nos États, on a des États voyous, j'assume totalement mes propos, qui, pour avoir des financements, sont obligés d'avoir certains types de lois. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça dans ce panier-là, c'est-à-dire, ok, les États vont dire, ok, on est respectueux de la condition des femmes, etc., etc. On transpose ça vite, on passe à autre chose. Moi, franchement, je n'ai pas compétence pour m'exprimer là-dessus. Je préfère ne pas, du coup, je préfère ne pas me prononcer, mais juste, peu importe l'objectif derrière les lois, et aussi, ok, d'accord, maintenant, les lois ne sont pas applicables. On est d'accord, on l'a tous vu. Et normalement, a priori, en tout cas, si ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, eux qui prennent les lois, ils le savent. Qu'il y a des lois qui ne sont pas applicables, en tout cas tout de suite. Donc pourquoi au moins ne pas donner un coup de main aux associations locales, aux associations qui œuvrent vraiment, qui vont justement sur place, dans les localités, qui essayent de sensibiliser, qui essayent d'aider avec leurs moyens. Et des moyens très très peu, j'ai envie de dire. Il y en a qui ont de très faibles moyens, mais qui essayent, qui donnent leur tout pour la cause qui est commune. Quand il s'agit d'éducation, il y a plein d'associations aujourd'hui sur place. Je cite notamment Miroir Éducatif. Et quand il s'agit aussi de l'autonomisation de la femme, il y a plein d'associations comme le club des jeunes filles leaders de Guinée, que j'ai beaucoup suivi à un moment et qui faisait un travail remarquable, mais aucun soutien de la part de l'État. Si, et pourtant, ces associations mettent un système en place qui fonctionne pour un début. Et à un moment, ça s'aplatit parce qu'il y a un manque de moyens. Et quand on voit qu'il n'y a pas de moyens financiers, de moyens humains, tout le monde finit par se rétracter petit à petit. Et c'est comme ça que meurent les associations aussi. Et pourtant, des fois, ça marche assez bien. Comme je l'ai dit, en fait, il y a des associations qui font un travail remarquable sur le terrain. Donc, pourquoi ne pas
au moins les soutenir, les aider, leur donner accès aux moyens financiers, techniques, administratifs, j'ai envie de dire, pour leur faciliter la vie un petit peu. Moi, je suis très bien d'accord avec ce que tu dis, mais parfois, je me dis, en fait, il faut faire un peu attention pour pas pousser, limite, l'État à se déresponsabiliser et tout confier aux associations. Je suis d'accord. Tu vois. Mais est-ce que c'est une déresponsabilisation plutôt un appui, non? Exactement. Non, je comprends ce qu'elle veut dire, mais la ligne est un peu fine, tu vois, parce que souvent, quand les associations prennent un peu trop le sujet à bras le corps, l'État, il risque finalement de se dire... voilà, de toute façon, il y aura des acteurs. Et ça, c'est à apprendre, il faut faire très attention. Et je pense que les responsables... Et c'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des ONG qui existent. Il y a des associations qui sont nées comme cela, en fait. Parce qu'elles ont vu que l'État ne remplissait pas... qu'il y avait un gros manque qui était là, que l'État ne remplissait pas son cahier de charges. Exactement. Comme ça. Exactement. Donc, parce que c'est des sujets sociétaux et qui touchent tout le monde. Donc, tout le monde peut se sentir concerné. Et ça me permet de faire la transition directement sur le thème suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette dimension économique-là n'est pas tellement importante qu'il faudrait aujourd'hui, en tout cas des femmes qui soient assez fortes économiquement pour soutenir ces causes, que ce soit de la société civile ou autre? Du coup, des femmes qui seraient prêtes à investir pour porter ces sujets-là. Parce qu'au-delà même du soutien institutionnel. Si tu veux, les associations, leur façon de fonctionner, parce qu'une association, elle ne fait pas de profit. Donc, elle n'a pas de choses à vendre et tout. Mais les cotisations ne suffisent pas. Comment? Les cotisations ne suffisent pas. Il n'y a pas que les... subventions aussi ne suffisent pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le modèle économique d'une association repose généralement sur des subventions. Ça va être soit des subventions privées ou des subventions publiques. Et il y a la question de dons des particuliers et tout. Et toi, ce à quoi tu fais référence, je pense qu'on va un peu basculer dans le domaine de la philanthropie. Oui, c'est ça, non? Philanthropie, ouais. Où on va essayer de faire des appels un peu plus à grande échelle pour que des personnes puissent donner. Ça peut être soit des fondations ou soit ça peut être des mécènes, qui vont donner. Pas forcément, parce que les fondations, c'est quand même quelque chose d'assez structuré légalement, etc. Mais même, en fait, beaucoup plus simple. Tu vas avoir une personne, par exemple, je prends un exemple banal ou tout simple qui n'existe pas, et on a une dame qui gagne très très bien sa vie, qui a les moyens de financer, par exemple, une asso ou une action. Elle n'a pas besoin d'être de se structurer juridiquement pour le faire. Elle peut juste donner comme ça. Oui, c'est ce que je disais. Il y a dans les modèles économiques des associations. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a assez de femmes? Justement, ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas assez de femmes déjà. Et au-delà même de... Et question, pourquoi il n'y a pas assez de femmes qui sont à déjà, selon toi, le modèle économique... En fait, dès le départ même, c'est biaisé. Dès le départ, c'est biaisé parce qu'il y a de très grandes inégalités salariales, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, il y a des inégalités salariales en fait. Donc de façon générale, les femmes gagnent moins que les hommes. En fait, certes, il y a des femmes puissantes... Avant même d'arriver à l'inégalité salariale qui existe en Occident, il y a une chose simple, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accès à l'éducation. Exactement. Comment tu peux demander à une femme qui n'a pas eu la même chance, les mêmes opportunités que les hommes, d'avoir accès à l'éducation, au savoir, d'être autonome déjà financièrement? Il n'y a pas de femmes autonomes financièrement parce que on ne leur a pas permis d'avoir accès aux mêmes chances que les hommes. Mais si je peux me permettre de faire l'avocat du diable, encore une fois, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être à l'aise financièrement. Ça, c'est sûr. Et il y a plein de femmes, ça je pense qui que tu le sais. Il y a plein de femmes qui s'en sortent. Moi, je dirais même une partie de l'économie guinéenne est vraiment forgée par les femmes. Quand je pense à toutes nos mères au marché, surtout à nos mères sociaux. Voilà, tu ne peux pas... C'est pareil aussi en Côte d'Ivoire, ouais. Même si économiquement parlant, elles ne sont pas stables, elles, financièrement. Mais ces femmes-là, elles contribuent. Elles contribuent. Ces femmes-là, elles donnent, elles soutiennent ces associations. Elles contribuent à leur niveau. Juste qu'il n'y en a pas assez. Toi, les femmes dont tu parles, c'est une Michelle Obama qui va s'élever. Elles sont peut-être une sur 5, une sur 10, tout le monde connaît, et elle n'existe pas forcément. Non, parce mais que les femmes, justement, je ne sais pas comment on dit ça en français, on dit en pulaar, elles se cachent. Voilà, elles se cachent parce font les choses de on façon... nous dit, tu sais, il faut être humble, faut pas trop te montrer. Mais il y a des avancées quand même. Par exemple, il y a le ministère de l'autonomisation de la femme qui a été créé.
et qui a été piloté, je pense, pour un début par Dr Diaka Sidibé, si je ne me trompe. Mais Et qui avait fait... ça n'a pas été supprimé, ça. Moi, j'ai plutôt le ministère de la promotion féminine, de Ok, l'enfance bah, et des personnes vulnérables. c'est ça, alors. Bah, généralement, ils foutent tout ensemble. Exactement, ça doit être ça, le ministère de la femmes. promotion. En tout cas, c'est bien ça qui a été piloté au début par Dr Diaka Sidibé, je pense. En tout cas, elle avait fait un travail formidable. Ça commence, et il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes qui sont là, mais on ne leur donne pas souvent l'opportunité d'être à la table. Parce que, encore une fois, les hommes ont peur que les femmes aient accès à tout ce dont eux, ils ont accès. Ils ont peur que les femmes aient accès à la même table qu'eux. Par exemple, si tu regardes notre Assemblée nationale à J'allais Guinée, justement faire le lien avec le volet politique. Avant sa dissolution en 2023, il y avait combien de pourcentage de femmes, quoi? 15-17%? Mais j'ai une question. Est-ce que je commence par Oro? Non, je vais déjà dire ma phrase. Les femmes ne peuvent pas s'émanciper sans les femmes. Tu ne peux pas. Forcément. Les hommes ne peuvent pas s'asseoir et décider pour nous, décider pour nous et dire bah c'est ça leurs besoins, du coup on va faire ça. C'est nous qui connaissons nos besoins. Donc si nous ne sommes pas impliqués, nous ne pouvons pas. Les choses ne vont pas avancer. Mais et justement, pour revenir à ma question, Oro, est-ce que tu sais il y a combien de membres dans le gouvernement ivoirien? Et si oui, est-ce que tu connais la proportion, en tout cas la part des femmes? Moi, j'ai plutôt les chiffres de 2023. Désolée, je ne les ai pas exactement en tête. Tu vois, par exemple, au Parlement ivoirien, on n'avait que 34 femmes sur 255. Ok. Par rapport sur 255 sièges, donc tu vois, c'est même pas le... mais avant même de déboucher le Parlement, je parle même de l'appareil gouvernemental. Je suis pas forte en maths, mais ça fait pas beaucoup. Oui, non, dans le gouvernement, en tout cas aujourd'hui, dans le gouvernement ivoirien, il y a pas mal de femmes à des postes leur nombre. de ministres. Je connais pas exactement le nombre, mais par exemple, je sais que l'éducation nationale, c'est une femme. Il y a qui d'autre encore qui est ministre? Le ministère de la femme, très souvent, c'est les femmes. Oui, et je vais revenir sur ça. Et est-ce que toi, tu as une idée? C'est-à-dire, est-ce qu'en Guinée, il y a combien de membres du gouvernement? Alors, il y a combien de femmes? Exactement, je ne sais pas, mais en pourcentage, je pense qu'il y a moins de 20%, non? Ouais. En tout cas, dans l'administration publique. Ouais, c'est sûr. Tu vois, par exemple, juste pour rajouter, c'est que il y a le gouvernement, en tout cas, qui je ne sais pas si c'est une loi ils ont voté ou bien c'est un appel à effort qu'ils ont fait auprès des partis politiques, c'est de leur demander de respecter, par exemple, un quota de 30% de représentation féminine. Mais pour te dire que les partis politiques ont du mal en fait à pouvoir atteindre ces 30% là. Et moi on peut te dire pourquoi il y a ce mal là. On va y revenir, mais juste avant que je n'oublie ma question initiale, pour répondre à ma question. Ah, il avait les infos. Exactement. Oui, Donne-nous les infos. C'était une question rhétorique. C'était une question piège, je veux dire, pour tester nos connaissances. Non, pas une question piège ici. On est entre nous, on discute. Je rigole. Dans le gouvernement guinéen, il y a 30 membres. Ok. De femmes, 30 membres femmes. Non. Et sur combien? Enfin, il y a 30 membres, genre, globalement. Ok. Et il y a 6 femmes. Ok. Ah, ok. C'est pas mal. C'est bien dans mes 20% là. Enfin, a priori. Un peu moins, je dirais, non? Exactement, un peu moins de 20%. Ouais, et dans le gouvernement ivoirien, on a 33 membres et 6 femmes. Ça fait déjà... Okay. Ah, ok, bah c'est pareil. C'est à peu près, on est à égalité. Non, nous sommes meilleurs parce que nous, il y a 30 membres. Ah, nous, c'est 33 ouais, et 6. Ça. Et donc, du coup, je vous ai posé la question, c'était une question rhétorique, pour vous dire, ok, pourquoi il y a une telle sous-représentativité des femmes dans le pouvoir public, dans les instances publiques? Alors, moi, comment dire ça? J'ai écrit un article un peu sur le sujet, du coup. Lâche-toi. C'était pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais c'était un peu... ça parlait de la représentativité des femmes en politique en Afrique de façon générale. Et l'article était plus focus sur les violences numériques. C'est-à-dire, déjà, en fait, l'arène politique devient très souvent une sorte de prolongation, en fait, ou plutôt l'espace numérique devient une prolongation en fait de l'espace public. Et aujourd'hui, on sait à quel point il est important
de pouvoir valoriser ses actions à travers Internet et tout. Donc ces femmes-là, quand elles vont vouloir se lancer en politique, elles vont se dire faut que je fasse de la com, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela. Mais on sait à quel point, quand elles vont commencer, elles vont se retrouver face à un harcèlement en ligne qui ne dit pas son nom. En Afrique centrale, par exemple, il y a des femmes politiques qui ont dû démissionner parce que elles étaient face à trop de harcèlement en ligne, tu vois. Ça, c'est un peu pour le volet. Donc ça décourage de s'engager dans Exactement. Et aussi, on parlait de faits culturels. Culturellement, dans une société patriarcale, un homme ne peut pas accepter qu'une femme le commande, tu vois. Donc lui, il va se dire, mais pourquoi elle va être, par exemple, ministre, ou bien pourquoi elle va être députée, pourquoi elle va faire ceci. Donc il y a des biais, en fait, il y a ces biais sociaux-là qui font que les femmes ne vont pas oser, parce qu'elles vont se dire, on ne va pas m'accepter, on ne va pas me faciliter la tâche. Et on voit que celles qui ont osé franchir le cap, mais elles se sont prises des trucs, en fait, tu vois, que ce soit le harcèlement en ligne, que ce soit, comment dire ça, les cas de harcèlement. Il y a eu un pays, là, quelques mois auparavant, où il y a eu une députée ou membre de l'Assemblée nationale, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'était Sénégal ou pays anglophone, où elle a dénoncé, en fait, un cas de harcèlement qu'elle subissait par le président de l'Assemblée nationale, un truc comme ça. Je pense que c'est Sénégal, non? Est-ce que c'était pas Rwanda ou bien... Voilà, c'est un pays vers là-bas. Je sais plus. Mais c'est vrai est-ce que c'est la même vision Et du coup, c'est fait radier, en fait. tu vois. Donc, il y a beaucoup de ces biais-là, que ce soit c'est des trucs sexistes, on va dire, mais non, tu sais, les femmes, la politique, c'est pas pour vous. Je suis complètement d'accord avec elle, mais en fait, des fois aussi, il y a juste un facteur très simple, le naturel. Le naturel a fait que la femme est la mère de la famille. Non, mais en fait... Quand une femme aussi a des responsabilités, généralement déjà chez nous dans nos sociétés, on incombe la responsabilité de la famille à la femme. Quand les enfants sont bien éduqués, c'est tant mieux. De toute façon, c'est toi qui es responsable. Quand ils sont mal éduqués, ah bah voilà, t'as raté. T'as tout raté. Donc, ce facteur fait aussi que il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas forcément à allier vie professionnelle et vie familiale et qui finissent par opter pour la vie familiale. Tout simplement, c'est un facteur simple et j'en connais beaucoup. Du coup, si on fait encore une fois l'avocat du diable, c'est un gouvernement, on recrute sur la base des compétences, etc. Peut-être que si il n'y a pas assez de femmes, c'est parce que... Voilà, mais il n'y a pas assez de femmes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes éduquées, parce que la société a dit aux femmes qu'elles ne peuvent pas oser, donc elles n'osent pas. Voilà. Il n'y a pas assez de femmes, parce que les femmes font partie de la majorité de la population mondiale la plus pauvre, donc elles n'ont pas la possibilité de se payer des formations, elles n'ont pas la possibilité d'accéder à des espaces, et même quand elles essaient, elles n'ont pas un réseau, elles n'ont pas le réseau, et même quand elles essaient, on leur met les bâtons dans les roues, elles sont sexualisées en fait. Qu'elles arrivent dans ces milieux-là très souvent, surtout si elle a la malchance d'être une belle femme, avec des rondeurs, si je peux me permettre de rajouter, on ne va pas du tout la voir pour ce qu'elle apporte intellectuellement. On va plutôt voir la femme comme le désir, nanana et tout. Donc, c'est des milieux qui sont hyper sexistes en plus. Ou des fois même se permettre de dire, oui, de toute façon, elle a été engagée justement parce qu'elle est belle. Exactement, le droit de cuissage, des trucs comme ça. Et ça, c'est partout. C'est typiquement, en fait, patriarcal d'avoir ce genre d'idée, de penser juste qu'une femme a été embauchée, qu'elle a été prise, parce que personne, en fait, ne se dit que, ah mais non, elle est compétente, elle sait faire ça, elle sait faire ci. Et la politique, c'est un milieu fortement masculin. Exactement. Et au-delà de ça aussi, comme je l'ai dit, je le répète encore, dans nos sociétés, quand la responsabilité en fait familiale est incombe seulement à la femme, c'est difficile finalement, parce que normalement, c'est une responsabilité partagée, la famille. On est d'accord. Tu sais, on avait parlé un peu du... Tu avais posé une question sur est-ce que les femmes intelligentes, du coup, sont mariables et tout, tu vois. On nous enseigne... J'avais eu un peu une réflexion dans ce sens. J'avais déjà la réponse en tête. En fait, c'est pas une question, c'est juste des choses que moi j'entends. Ouais, en tant que femme, nous, on peut te dire Quand tu fais un bac plus 8, fais attention. Alors, moi là, j'ai 2 masters. Surtout si tu fais un bac plus 8 en droit. Je commence déjà à entendre ah non, mais les études, ça va déjà. Ma tante, elle me dit si ce tenait qu'à moi, là, depuis à la licence même, tu t'étais arrêtée, on t'avait mariée déjà et tout, tu vois. Donc, je me suis un peu perdue dans mon idée. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'une femme dans la société qui a des ambitions, de grandes ambitions surtout,
on dit qu'elle n'est pas une vraie femme africaine. Exactement. Non, mais c'est ça. Africaine. Et là, mais on tu veux prendre la rigole, place mais il y a des hommes. beaucoup qui le pensent et il y en a qui s'octroient, qui s'arrogent le droit même de te le faire remarquer, alors que des fois, ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais qu'ils te disent, oui, mais pourquoi tu as choisi un parcours aussi long comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait économie? Pourquoi tu n'as pas fait comptabilité? Mais est-ce que tu sais, moi, quel est mon objectif derrière ce Avant même parcours? d'arriver sur parcours long, Enfin. on va te dire, tu avais dit un truc tout à l'heure, de toute façon, la finalité, c'est qu'elle soit mariée, qu'elle soit entretenue par son mari. Donc on va te Exactement. dire, mais pourquoi tu vises pourquoi tu as de grandes ambitions comme ça? Et une femme, tu vois, souvent, il y a le discours il y a certains, on dit non, tu sais, une femme qui a des ambitions, une femme qui travaille, c'est ce genre de femme qu'on veut. Mais attention, parce que souvent ces hommes, ils ont ce discours-là jusqu'au moment de tester leur ego en fait. C'est ça. Tu vois, parce que quand ils vont se retrouver face à une femme assise, c'est vrai que peut-être je suis en train de digresser un peu, mais quand ils vont se retrouver face à ce type de profil, c'est-à-dire une femme qui lead, une femme qui est ambitieuse, une femme qui est droite dans ses bottes, qui sait ce qu'elle veut, qui a une vision bien tracée de sa vie et tout, ils vont se sentir un peu menacés parce que cette femme-là peut facilement Donc, leur vous voulez faire dire de que l'ombre en c'est fait. ça? Non, mais en fait, Comment non, mais Vous voulez dire que nous sommes des peureux, c'est ça? Il y a beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui sont des C'est peureux. de l'ouverture en fait intellectuelle. Des fois, ça n'a rien à voir. Le fait de faire un long parcours, le fait de faire de grandes études, de faire des parcours que les hommes estiment compliqués, ça n'enlève à rien le fait que nous soyons des femmes. Ça, c'est naturel. C'est Dieu qui nous a créés ainsi, en fait. On ne la lève pas comme ça, même si maintenant la science a évolué, mais bon, j'ai envie de dire... Donc, c'est juste une question de, justement, d'ego. Comme elle l'a dit, c'est une question de toujours aussi, la société est faite de sorte que il y a toujours cette envie de domination. Du coup, quand il y a quelqu'un qui parle de, il faut qu'on puisse s'asseoir, discuter, parler, ça fait peur. Non, normalement c'est moi qui parle, toi tu écoutes en tant que femme. Donc, récemment, j'ai deux amis qui m'ont dit que, tu sais, on ne le dit pas souvent, mais de façon générale, les hommes, ils ont un peu peur des profils de femmes ambitieuses, sûres d'elles, qui s'expriment bien, qui travaillent, qui sont indépendantes, parce que, en fait, ils ne voient pas vers quelle corde est-ce qu'ils pourraient tirer, en fait, pour la dominer. Dans les rapports, en tout cas hétérosexuels, dans les formats de couple homme-femme, on a tendance à attendre que ce soit l'homme qui lead, l'homme qui guide en fait. Donc tu vois, l'homme, pour pouvoir guider, pour pouvoir se sentir homme, en tout cas il y a beaucoup, pour eux c'est comme ça, eux, leur capacité à se sentir homme est très très fortement liée à leur capacité de domination qu'ils peuvent avoir sur la femme. Et on sait que, par exemple, l'argent est un puissant moyen de domination. Et aujourd'hui, moi, je me dis, et il y a des articles aussi qui en parlent, si on a ce déséquilibre-là dans les relations hétérosexuelles aujourd'hui, c'est que les hommes qui ont tendance, ou plutôt qui ont été éduqués avec cette manière de se dire quand j'ai l'argent, je contrôle tout, quand j'ai l'argent, je peux te dominer, aujourd'hui, ils sont face à des profils de femmes qui aussi ont de l'argent en fait. Donc, ils ne réussissent plus à dominer ces femmes-là. En tout cas, par ce biais-là. Tu vois, par ce biais-là. Donc, ça crée un certain déséquilibre, en fait. C'est très clair. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer le statut quo? Moi, je n'arrêterai jamais de dire sensibiliser. Éduquer les filles autant que les garçons. Éduquer, en fait, les filles de sorte qu'elles sachent qu'elles ont des droits, qu'elles sachent qu'il n'y a pas de barrière juste parce qu'elles sont des femmes, qu'elles peuvent avoir des rêves, qu'elles peuvent s'octroyer le droit de choisir, de suivre leurs rêves et d'essayer de le réaliser. Éduquer les hommes au fait que la femme, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas la partie faible. Non, mais on en rigole, mais je donne juste un exemple. Supposons en fait un foyer, une famille, où à chaque dispute, le papa lève la main sur la maman. C'est des baffes, des coups de gifle, des coups de ceinture. Selon toi, l'enfant garçon, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire?
bah, il va penser... En fait, on dit souvent que l'enfant écoute rarement, mais il imite beaucoup. Ça, il aura des biens conscients. Il imite beaucoup. Donc, il va penser que c'est normal de tabasser la femme quand elle n'écoute pas. Moi, j'ai toujours vu ma maman se faire taper. Donc, toi, de quel droit tu me diras que mais même les filles, je ne elles-mêmes dois aussi. pas... Exactement. Et ça fait... Elles ça, vont conscientiser que c'est normal de les filles recevoir aussi une restent baffe, du coup dans cette position de domination. La fille qui a grandi dans une telle famille, quand elle va se faire battre, quand elle va grandir, elle aura du mal à en parler parce que sa maman l'a vécu. Donc, de quel droit elle viendra, elle, dénoncer et dire qu'elle mérite mieux. Donc, tout est question en fait d'éducation. Il y a la première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un. Il y a des traditions qui sont néfastes, qui sont nuisibles. Il est temps en fait de les remettre en cause sans qu'on nous traite de déracinés, de vendus, de féministes, de femmes sans valeur, voilà, de féministes ou de femmes non mariables, comme tu... de féministes aigries qui va finir avec un chat. C'est juste, voilà, c'est juste une question d'honnêteté intellectuelle. Il y a des choses qui ne marchent pas. À un moment donné, il faut les remettre en cause. Et en ce qui concerne les femmes, ça ne peut pas aller sans les femmes, jamais. Ça, les femmes. Donc, il faut savoir aussi nous impliquer dans le processus pour qu'on ait le droit de dire ce qu'on en pense, puisque avant tout, c'est nos besoins. Moi-même, souvent, j'aime dire, je ne sais plus aussi où je l'avais entendu, mais on dit souvent, il ne faut pas attendre qu'on te donne la parole, il ne faut pas attendre qu'on te donne la place, va la récupérer toi-même. Et c'est en ce sens-là que moi, j'aime dire, en fait, il ne faut pas se limiter. En tant que femme, il ne faut pas se conditionner. Je sais que il y a beaucoup de barrières qui existent. Je sais que, en tout cas, on ne part pas sur un pied d'égalité, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On a déjà beaucoup de choses qui sont contre nous, ça c'est vrai. Mais pour moi, dans nous, ce qui nous concerne, notre responsabilité, c'est aussi de se dire, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui se passe. Quand je dis dans ce qui se passe, c'est ce qui se passe autour de moi, au sein de ma communauté. Donc j'ai aussi la responsabilité de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, de faire ma part de colibri pour essayer de changer les choses. Et pour moi, ça peut commencer par le fait aussi de ne pas se limiter, de ne pas correspondre à ces cases dont je parlais là, parce que la société a déjà défini des cases. Toi, tu es homme, tu restes ici. Toi, tu es femme, tu restes là. Et le pire, c'est que dans ces cases, il n'y a même pas, on ne nous évalue même pas en fait en prenant en compte nos compétences. En fait, c'est juste des clichés, en fait. C'est que c'est relatif. C'est le juste parce que toi, tu es né homme, tu mérites tout. Toi, tu as eu... J'aime bien dire cette phrase parce que c'est ça, en fait. Toi, tu as eu l'audace inexcusable d'être née femme, donc tu restes femme. Finalement... Non, mais donc, pour les femmes, je pense qu'il y a aussi cet effet de conscience-là, de se dire, je peux le faire, je dois y aller, je peux aussi... voilà, et puis... Je dois aussi être dans cette dynamique de transmission-là. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'essaie de faire ou que j'apprends parce que j'aimerais être maman un jour. Et si Allah m'en fait grâce, je me dis, il faut que j'apprenne certaines choses pour pouvoir les transmettre à mes enfants, surtout à mes filles. Donc souvent, il y a des choses que je fais qui ne sont pas particulièrement pour moi parce que je le vois un peu pour ailleurs, tu vois. Donc c'est aussi d'apprendre et de se dire, il faut que je puisse participer à l'éveil des consciences, à la formation des générations à venir. Et en ce qui concerne... Toi, je dis, pas seulement aux filles. Moi, j'aimerais bien éduquer mes filles autant que mes garçons. Oui, ça, je faisais juste focus là sur ces filles. En fait, le fait de débarrasser la table, ce n'est pas un boulot de fille. Le fait de savoir ranger sa chambre. Moi, déjà qui suis... Tu les enverras d'aventure. Voilà, le fait de savoir ranger sa chambre, ce n'est pas une question de fille, c'est une question de propriété, c'est une question de... Voilà, tout simplement. Le fait d'éduquer son garçon aussi, c'est pas parce que la fille est habillée d'une telle manière qu'elle mériterait qu'un viol serait justifié. En fait, c'est des choses qu'on n'aborde pas, mais c'est essentiel de les aborder. Parce que malheureusement, les gens ont cette tendance à penser, à justifier des choses tellement injustifiables. Moi, je trouve ça écœurant. Il y a des... Non, mais c'est vrai. C'est des biais qui sont construits depuis des siècles et des siècles, et c'est pas évident. Ouais. Et c'est en ce sens-là que je voulais... Et moi, c'est des sujets, des fois, ça me touche énormément. Donc, Et moi, je dirais que du coup, pour ce point-là, par exemple, c'est aussi de la responsabilité de chacun de faire de la déconstruction. J'aime beaucoup ce mot-là, parce que pour moi, c'est...
En fait, c'est se sentir responsable de ce qui se passe autour de nous. Pour moi, tu peux pas évoluer dans une communauté et te dire tout ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, tout le monde, je pense, devrait avoir une responsabilité face à ce qui se passe autour de soi et de se dire, je n'attends pas d'être victime d'un truc ou bien je n'attends pas d'être directement concernée pour essayer d'agir. Tu vois, c'est de se dire, bah, j'essaie de faire ce travail-là sur moi, de commencer par moi-même. Quand je suis, là je parle des hommes, quand je suis avec, si moi j'ai réussi à faire ce travail de déconstruction et je sais que bah voilà, aujourd'hui j'ai un peu cette facilité à pouvoir détecter des comportements sexistes où j'apprends à, comment dire ça, moi aussi de déconstruire certaines choses. Si je suis dans un groupe d'amis et tout et qu'il y a un qui a un comportement un peu bizarre, il faudrait que moi aussi je fasse l'effort de lui dire « Ah mais par contre attention » ou bien d'essayer aussi d'en parler un peu plus. Je dis, bah, j'essaie de prendre la parole, j'essaie de sensibiliser autour de moi, j'essaie de faire ceci, j'essaie de faire cela. Donc c'est vraiment un effort personnel après et ensuite ça devient quelque chose de collectif. En fait. Et le seul fait aussi, il ne faut pas se dire bah, des fois nos moyens sont tellement peu qu'on ne peut pas faire grand-chose. Le seul fait de sensibiliser un homme, une femme, à ne pas faire exciser sa fille, par exemple, pour moi, en soi, c'est déjà une victoire. Le fait de convaincre un parent de laisser sa fille étudier jusqu'au lycée, pour moi, en soi, c'est une victoire. Bien sûr. Et c'est dans ce cadre que les associations, justement, travaillent beaucoup et elles font un travail absolument remarquable. C'est très passionnant la discussion. Non, mais... J'aurais aimé qu'on continue et surtout qu'on parle un peu de la minorité des hommes battus, mais ça sera... Non, mais ça existe. Ça existe aussi, oui, et c'est intéressant. Ça, mais on est juste pris par le temps, on va devoir terminer l'émission. Donc merci à vous pour cette discussion franche. J'espère que les personnes qui regardent jusque-là, on a tiré des leçons. On espère qu'on n'a pas dit n'importe quoi déjà. Moi aussi. En tout cas, merci à toi pour l'invitation et merci à Yoro. C'était comme tu l'as dit, une discussion assez enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi. Non, moi j'aimerais juste dire une phrase pour finir de Djeboulé Ouro que j'aime beaucoup, du coup, du roman Excisé pour ne pas être excité. Il n'y a pas de grande dame plus grande que celles qui se battent bec et ongle pour défendre ce qui leur revient de droit. Et c'est beau. Pour moi, c'est essentiel en fait de continuer à se battre, de continuer. Ce n'est pas un caprice comme certains le pensent. Non, c'est la justice tout simplement. Moi, je pense que c'est aussi un peu l'une des choses qui me drive, tu vois, c'est que personnellement, je me sens très responsable vis-à-vis de la communauté dans laquelle je suis, que ce soit pour mon engagement associatif ou que ce soit pour mon engagement en faveur des droits des femmes. Pour moi, on ne peut pas évoluer dans une communauté et se mettre à l'écart de ce qui se passe, tu vois. Donc, il est très important que chacun puisse faire sa part de colibri. J'aime beaucoup le répéter. Tu as dit tout à l'heure, il suffit pas, le truc n'est pas de faire des grandes choses, par exemple. Si je ne crée pas mon association, ça veut dire que je n'ai pas fait grande chose. Si je ne vais pas sur le terrain, bah non, souvent juste... repartager un post, souvent juste donner son avis ou bien à titre personnel, une personne, même si c'est juste une personne que tu arrives à impacter, c'est énorme en fait. Tu n'as pas besoin de te dire il faut que je fasse des choses à grande échelle. Fais ta part de colibri, je fais la mienne, il fait la sienne, elle fait la sienne, ensemble on la met et puis ça crée un boom. Ça montre quelque chose de positif. Si chacun arrive à sensibiliser l'autre. J'aimerais bien qu'on continue, mais au final, tout le monde il faut qu'on arrête. Donc voilà, merci beaucoup à vous. On va continuer. Mais merci à toi. Voilà, et